Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne les films manqués, je vais l'appeler comme ça. Il y en aura une petite vingtaine et ça va concerner des films sortis entre janvier et août. Je les ai listés par ordre alphabétique et j'ai essayé de faire court vraiment de... De toute façon, enfin, il y en a pour certains que j'ai vu qu'une seule fois, donc j'aurais pas grand chose à dire. Et pour d'autres, je les ai revus depuis, donc j'ai pu reprendre de nouvelles notes, tout ça, donc ça va être un peu mieux. Mais pour beaucoup d'entre eux, je les aurais vus qu'une fois. Donc je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais commencer avec un film qui va m'aliéner beaucoup de personnes. Je l'ai vu en avant-première avec que des gonzesses, on était genre 10 dans une salle qui peut contenir 300 personnes. Donc je me sentais un petit peu observé, et se foutait peut-être de ma gueule, je pense. Mais je m'en fiche. Il s'agit de 50 nuances degrés pour les jeunes, autrement dit After. Et quand tu vois l'affiche, t'as peur. Mais dès la bande-annonce, je savais que j'irais le voir. Déjà, je suis allé le voir pour être honnête juste pour la fille. Comme pour les filles avec Christian Grey, j'ai envie de dire, donc ne me jugez pas. Et honnêtement, je m'attendais un peu à m'emmerder ou à trouver un... ou à détester comme 50 nuances de Grey. Mais j'ai trouvé quand même des bonnes choses, de bons thèmes qui concernent les jeunes, qui débutent dans la vie et qui sont en couple. Comme par exemple les relations à distance et les inconvénients. Le début de la sexualité dans la vie. Parce qu'il me semble pas qu'elle ait déjà couché avec son copain, mais parce qu'en fait, elle déménage pour aller dans un campus universitaire. Elle tombe amoureuse d'un mec, donc elle trompe son copain, mais il me semble pas qu'elle avait déjà couché avec son copain d'avant. Mais c'est pas impossible. Donc en tout cas, voilà, il y a quand même ce thème-là, le début de la sexualité, on va dire. La fac, logique. Et la prévention quand même. Alors je parle pas de sortez couvert, hein, mais pour le coup de pute du mec. Voilà. Si ce film peut faire office d'avertissement pour les jeunes, qui tombent vite amoureux, je trouve ça quand même pas mal. Il y a une suite apparemment qui a été confirmée. J'ai envie de dire pourquoi pas, on verra, mais il me semble que j'ai lu le résumé du bouquin et ça me donne pas trop envie. Mais bon, on verra. Film suivant, Aladdin, de Guy Ritchie. Alors ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je garde les tickets des films, et si j'aime le film, bah, quand je l'achète, je le mets dans la boîte du Blu-ray. Et là, en fait, quand je suis sorti du film, j'étais en colère. Je ne l'avais pas du tout aimé, et j'ai jeté le ticket dès que je suis arrivé. J'étais globalement déçu, mais en y repensant, j'avais envie de le revoir le jour même. Du coup, je suis allé rechercher le ticket dans la poubelle, et aujourd'hui, bah, il est dans mon Blu-ray, donc voilà. Il était pas sale, hein, je vous rassure. C'était une poubelle sèche. Et honnêtement, ça passe beaucoup mieux, et c'est même beaucoup mieux que La Belle et la Bête ou Le Roi Lion. En soi, c'est vrai, c'est pas un remake très utile, mais au moins il apporte des choses, il propose une nouvelle histoire au fur et à mesure qu'on avance, et c'est pas du tout un copier-coller du dessin animé. Donc voilà. Ensuite, il y a des trucs quand même assez gênants dont il faut parler, comme I Won't Go Speechless, enfin Speechless tout simplement, qui est la nouvelle chanson qu'ils ont rajoutée, chantée par Jasmine. Et j'avais oublié, mais elle y est une première fois dans le film, et au moins le fait qu'on l'entende deux fois, donc une fois juste 30 secondes et après en entière, quasiment, montre qu'il y a une évolution dans le personnage, un développement, qui donc au début chante seul, dans son coin, et puis qui se dit un jour, voilà, je prendrai la parole, et qui, une deuxième fois, vers la fin du film, prend la parole pour prendre les rênes et puis dire non, je fermerai pas ma gueule. Alors oui, c'est clairement féministe et ridicule, pardon, pléonasme. Donc oui, c'est féministe, mais au moins là, enfin quand je l'ai revu, j'ai eu des frissons et des larmes aux yeux. En fait, j'ai mieux compris le personnage et c'est ridicule. Ça fait quand même une grosse pause dans le récit. C'est ridicule, encore une fois, mais ouais, ça passe. Et puis j'aime bien la chanson en fait. Je l'ai réécoutée et au départ, quand j'avais pas revu le film, je me suis dit, ah, en fait, la chanson est bien. C'est juste dans le film que ça passe mal en fait. Je le pense toujours, hein, c'est ridicule, risible, ça passe mal, ça fait une grosse pause dans le récit. Et c'est vraiment risible quand tu regardes ça et que t'as ça d'un coup, mais maintenant je trouve que ça passe mieux quand même. Et d'ailleurs, j'étais pas tout seul parce que j'étais à peu près au milieu de la salle, donc dans une salle de 300 personnes, et donc il y avait personne devant moi, ils étaient tous en haut, enfin je sais pas comment ils font, mais moi j'aime pas. Et au même rang que moi, à 10 mètres, à ma droite, il y avait deux filles qui étaient ensemble, et quand elles ont vu ça, elles se sont marrées quoi. Mais en fait, je sais pas si elles se marraient parce que c'était féministe et elles en ont marre ou quoi. Ou alors si c'est juste parce que ça débarque comme ça et puis c'est risible. Je sais pas, mais en tout cas, elles rigolaient, j'étais pas tout seul. Donc j'étais au moins content là-dessus. Ensuite, il y a un moment, pareil, je l'avais oublié et j'ai ressavouré la scène en le revoyant en Blu-ray. Il y a une scène qui, vraiment, je me demande, il n'y a pas un Français qui a débarqué sur le tournage et qui a dit, on devrait faire ça.
Parce que ça marche bien dans mon pays. En fait, non, c'est juste ridicule et pas drôle. C'est en gros, vous savez, quand quelqu'un ment, C'est tellement mal joué. Vous savez, c'est les films où les gens vous montrent qu'ils mentent. Vous savez, c'est les moments où les gens qui sont, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, j'étais de passage, en fait, et j'ai débarqué ici. C'est, ah, mais quel heureux hasard! C'est pas drôle! là, ils l'ont fait dans le film. C'est en fait la servante de Jasmine, parce que maintenant Jasmine est servante. Ils ont repris l'idée de des nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. Donc la servante de Jasmine se fait passer pour Jasmine, à la demande de Jasmine. Hein. Et puis il y a un moment, elle dit ah oui, oui, je suis la princesse, oui, avec mon palais et puis mes bracelets et les robes que je porte toute la journée. C'est pas drôle. Mais bon, heureusement, ça dure que 15 secondes dans le film. Ils ne renchérissent pas là-dessus par la suite. Et même au contraire, après, limite, ils se foutent de sa gueule, en fait. Parce qu'elle dit, oui, oui, je sais, elle est bizarre, mais elle sort pas beaucoup, du coup. Du coup, voilà. Donc, voilà, eux-mêmes se foutent de leur gueule, donc c'est plutôt drôle. Enfin, ça passe mieux. Mais sur le moment, ouais, c'est ridicule et pas drôle. Et tu te dis, putain, pauvre actrice. Ils refont un gag du dessin animé quand ils se barrent de la caverne. Dans le dessin animé, on peut voir le génie qui imite les hôtesses de l'air dans les avions et il dit merci d'avoir choisi Air Génie, enfin un truc comme ça. Et donc là ils refont le gag dans le film, sauf qu'en fait ils s'envolent pas avec le tapis. Le génie lui tourne autour et puis voilà, ils sont sortis de la caverne. Donc ça ne servit à rien. Ensuite, il y a la parade, quand Aladdin débarque dans le palais, en prince. Et donc, il y a la fameuse chanson Prince Ali. Et donc, au refrain, quand le génie chante Prince Ali, voilà, on est censé le voir. On est censé voir Aladdin parce qu'il parle de lui. Il dit, il le présente, Prince Ali. Voici le Prince Ali. Donc, on est quand même censé le voir. Et qui on voit? Bah, le génie qui danse, qui fait ses trucs, qui chante Prince Ali, tout ça. Il faut attendre le deuxième refrain qui dit Prince Ali, Seigneurie, je sais pas quoi, là, pour enfin voir Aladdin. D'accord. Ensuite, alors je sais que c'est Guy Ritchie, et que c'est un film qui a été fait en 3D aussi, mais bon, quand même, il y a un ralenti très ridicule qui est pas du tout mis au bon moment. C'est quand Aladdin tombe en arrière lorsque Jafar le jette, attaché à une chaise, et c'est juste, enfin, ce plan, c'est juste ridicule avec la tête d'Aladin, le ralenti brusque, parce que c'est le premier du film en plus, donc comme Speechless, ça tombe comme ça, c'est non, il ralentit, on en met un, et puis c'est pourquoi? Donc c'est pas très bon. C'est aussi ridicule et moche que Divergente 2. Après, il y en a un autre quand Abu, qui a plus de sens, quand Abu récupère la lampe. Vous savez, en fait, on lui lance et puis lui-même, voilà, il doit sauter et puis il a rattrapé, donc forcément le plan est en ralenti. Donc là, ok. Mais quand Aladdin tombe, c'est juste ridicule. Un truc que j'ai remarqué, alors ça m'avait pas frappé au ciné, mais là, j'ai acheté le truc en 4K, et le Blu-ray en 4K, et le film est sombre. Alors c'est peut-être la 4K, parce que quand tu regardes les clips sur YouTube, des chansons, c'est pas aussi sombre, et au ciné, pareil, il me semblait pas que c'était aussi sombre. Donc je comprends pas. Parce que là, limite, j'ai fait le test, hein, j'ai mis le rétroéclairage à fond, et non, c'était... Enfin, en fait, j'ai pas eu le mettre à fond, c'est qu'en fait, je pensais que du coup, comme c'était son, que le rétroéclairage de ma télé était bas, quoi, vers 10. Et non, non, il était bien 50, le maximum. Donc, si vous l'avez acheté en 3D, dites-moi si c'est encore plus sombre, du coup, je sais pas, ou si c'est sombre en Blu-ray, je sais pas. Mais, donc moi, j'ai vu que le 4K pour l'instant, donc je sais pas, mais le 4K est très très sombre. Le génie est bien, drôle et tout, mais je préfère quand même le côté surexcité de celui du dessin animé. Et un truc que je voulais noter, c'est que le sultan joue superbement bien l'hypnose. Pas que, hein, pendant tout le film, mais il joue superbement bien l'hypnose quand il se fait hypnotiser par Jafar et qu'on voit son regard vide et tout. Enfin, c'est incroyablement bien joué. Cela dit, le serpent sceptre de Jafar est pourri, tout comme son propriétaire. Parce que l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Jafar, on dirait le copain de Kev Adams dans Soda, quoi. C'est... Et enfin, il fait pas peur, quoi, je veux dire. C'est pas pour être méchant envers William Legby, je crois que c'est ça son nom. C'est ce qui est très bien lui aussi comme acteur, mais pas pour jouer un méchant. Au pire dans une parodie peut-être. Dans les nouvelles aventures d'Aladin, j'aurais dit ok. Mais là, surtout qu'en plus il me semble que dans le film il y a une scène qui dit j'ai travaillé pendant longtemps pour avoir sans confiance et tout. Enfin il dit un truc comme ça en gros, j'ai fait ça pendant longtemps. Mec, t'as l'air d'avoir 20-25 ans. Ta gueule. Depuis tes 6 ans, c'est ça, t'essayes d'avoir
une relation de confiance avec le sultan, c'est ça? Enfin voilà, c'est juste ridicule et mauvais choix de casting, vraiment. Ensuite, Anna de Luc Besson. Globalement, très bon film, bonne scène d'action, très bon personnage. J'aime bien la narration, qui pourtant me révulse quand c'est Christopher Nolan qui le fait. Puis là, j'ai bien aimé. Et pourtant, ça revient beaucoup de fois dans le film, ça voyage dans le temps. Et ça m'a pas du tout gêné. Cela dit, il y a quand même des petits anachronismes dans le film. En PC là en 85, c'est quand même bizarre. Mais bon, ok. On va dire que c'est l'univers du film, mais bon. Ça fait un peu facilité scénaristique pour le coup. Et sinon, voilà. Je rien à dire de plus. J'ai vraiment aimé le film, donc ça a réparé Valérian, on va dire. Et j'étais un petit peu triste qu'il bide. Voilà. Annabelle 3, La Maison du Mal. Vous savez, après Chucky, la poupée du mal, et avant Maléfique, le pouvoir du mal. Ouais, cette année, ils ont eu beaucoup de mal avec les titres. Ah, ah, ah. Bref, Annabelle 3, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais personnellement, en termes de réalisation et de jeu d'acteur, je me suis branlé. C'était trop bien, c'était vraiment très très bien fait, c'était clairement mieux que le précédent film, du CCU, du Conjuring Cinematic Universe, La Malédiction de la Dame Blanche dont je vais parler plus tard, que j'aime bien sans plus, mais que je vais quand même revoir au cas où. Et en termes de Annabelle, il est beaucoup mieux que le premier, parce que le premier c'est vraiment le moins bon d'Annabelle pour moi, et le 2, il est un peu mieux quand même que le 2, mais le 2 était vraiment bon aussi. Et donc voilà, j'attends la suite du Conjuring Cinematic Universe. Beaux-parents, un bon film bien franchouillard qui traite d'adultère, de beaux-parents, de trucs de famille, de disputes, d'engueulades, enfin voilà. Mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Et le couple des parents, Bourdon-Balasco, est très attachant et drôle, et marche super bien. Il y a de bons gags, et voilà, j'ai passé un bon moment, et puis je vous le conseille. Oh putain, Captain Marvel. J'ai bien aimé le film, mais le perso est une connasse en fait. Hautaine, et dès qu'elle ouvre sa bouche, comme pour Endgame d'ailleurs, c'est pour dire non mais nique ta mère, je suis plus forte. Ils n'ont pas pu se passer du féminisme dans ce film. À aucun moment j'ai été inquiet pour elle. Le combat final est assez mou, même et pourtant je l'ai pas eu mais celui-là est dans mon flop, mais même Maléfique 2 a fait mieux. Parce que dans Maléfique 2, je suis désolé, mais il y a quand même des séquences incroyables. Enfin, tu sens les coups quand les personnages tombent à terre et tout. Enfin, c'est impressionnant. Ça montre aussi à quel point Marvel n'aime pas donner de la personnalité et de la psychologie à ses personnages parce que la meuf se rend compte que ses collègues sont en fait des cons qu'elle doit combattre. Donc ses collègues qui sont toute sa vie, hein, parce que depuis 5 ans, ils l'ont recueillie, ils l'ont aidé à s'entraîner, tout ça. Ils l'ont rendue forte, ils l'ont accueillie, ils l'ont recueillie même, je pourrais dire, parce qu'elle n'a plus aucun souvenir, donc elle est toute seule sans eux. Et au bout de 5 ans, elle découvre que c'est les connards, et non, elle essaye pas de, je sais pas, de les changer, ou... Évidemment, ça servira à rien, elle n'y arriverait pas, parce que eux, ils se foutent de sa gueule depuis le début, mais quand même, je sais pas, montrer un petit peu qu'elle est triste, ou... Enfin, c'est un robot, en fait, cette meuf. C'est pour ça qu'elle est aussi désagréable, je pense. Elle a pas d'émotion, pas de sentiment. Donc c'est con. Et donc du coup ça montre vraiment que Marvel n'aime pas donner de la psychologie et de la personnalité à ses persos parce que bah en fait quand elle s'en rend compte, et ben elle les combat. Comme ça, sans aucun problème. Et puis on te rajoute une musique cool par-dessus pour te montrer que c'est vraiment un moment cool. Et puis voilà, oh, les classes Captain Marvel, elle arrive à les foutre à terre. Enfin, c'est un passage que j'ai vraiment pas aimé. Enfin, il tabasse ses potes et puis, enfin ses anciens potes, puis on fout de la musique cool par-dessus. Très bien. C'est cool. Crawl, film réalisé par Alexandre Aja, réalisateur que j'aime beaucoup parce qu'il a fait un très bon remake du film La colline des yeux de Wes Craven, tellement bon je crois que je préfère le remake au premier film, et pourtant j'adore Wes Craven, donc bravo à lui. Bon, déjà il partait bien parce que je n'aime pas ces putains de bestioles, les crocodiles. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à cause de Exodus qui a dû me choquer, parce qu'il y a une scène avec des alligators dans Exodus, et j'ai pas du tout apprécié, je pense, parce que encore aujourd'hui elle me marque, et puis je crois que c'est le côté, en fait, ils sont tous sur eux, en fait, sur quelques humains, et puis bah, les humains, aucune échappatoire. Et je crois que c'est ça qui m'a choqué, quoi. Puis avec ce bain de sang après, là, c'est juste horrible. Et puis voilà, puis le film marche bien, même si on peut trouver ça un peu long, comme il bouge pas trop. C'est limite un huis clos, en fait. Et si je pourrais dire un truc quand même, c'est que l'actrice s'est coincée dans son sous-sol, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est pas vraiment un sous-sol, c'est juste, vous savez, les maisons américaines sont surélevées. Et à mon avis, s'ils font ça, je crois que c'est pour les inondations, peut-être. Et vous savez, en fait, sous la maison, c'est fait avec des grillages en bois, on va dire. Et puis il y a des tuyaux, enfin, il y a tout leur truc, quoi. Ils peuvent même mettre déranger les petits trucs là-dedans. Donc elle est coincée là-dedans, sous sa maison.
Et donc elle sait qu'il y a un crocodile, parce que son père lui a dit, et puis elle voit très bien qu'il est blessé. Il me semble à ce moment-là qu'elle l'a pas encore vu, et elle sait qu'elle doit appeler de l'aide avec son téléphone portable, enfin appeler les secours. Et comme une conne, elle arrive à avoir son téléphone, et et avant d'appeler, elle va pas se retourner se cacher en fait. Elle reste bien découvert, limite en plein milieu quoi, et puis non, elle passe son petit coup de fil tranquille. Donc bien sûr, elle se fait attaquer, et puis voilà. Donc voilà. Donc il y a pas mal il y a des petites étourderies quand même dans le film, mais ça passe plutôt pas mal. Et je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment. Escape Game, film assez sympa parce que j'adore le concept de ces jeux-là où il faut trouver une clé en fait pour sortir d'une pièce. Déjà qu'en jeu ça marche super bien, mais en film ouais ça m'étonne qu'on ait mis autant de temps pour en faire. En tout cas celui-ci est vraiment très très bien. Chaque nouvelle pièce est vraiment passionnante on va dire. Hormis celle qui ressemble à un hôpital, j'ai pas trouvé ouf, mais la plupart sont bien. Donc si vous voulez passer un bon moment, pareil, Escape Game, je vous le conseille. Normalement, il y a la suite qui sort en 2020. Alors, j'ai vu ni une bande-annonce, ni d'affiche. Je sais pas si ça a été repoussé, mais depuis l'an dernier, c'est prévu. Et ils font très bien, ils montrent très bien à la fin du 1. Je sais plus comment il se termine le 1, mais ils montrent très bien que c'est pas fini, qu'il y aura une suite. Donc au moins, ils vont le faire, c'est sûr. J'espère qu'elle sortira cette année quand même, enfin en 2020. Godzilla 2. J'ai vraiment bien aimé. C'est un beau film d'action, catastrophe, de belles images, de beaux monstres, de beaux enjeux, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences et de facilités scénaristiques qui m'ont bien fait chier. Des petits retournements à la con, comme tout ce qui concerne la mer en fait. Et c'est con parce que j'aime bien cette actrice. C'est Vera Farmiga, donc Lorraine Warren dans Conjuring. C'est un peu dommage quoi. J'aime bien cette actrice et puis elle fait ça quoi. J'étais un petit peu dégoûté. Mais le film est très bien, puis bon, on passe un bon moment, c'est réfléchis pas trop, puis voilà. Et j'attends la suite du coup. John Wick. Alors j'ai vu les deux premiers pour aller voir le troisième. Et hormis des scènes d'action des scènes d'action, des scènes de baston, de fusillade, tout ça qui traînent un peu à longueur parfois quand même. Pour le 3, je parle. Ouais, ce serait le seul défaut que j'aurais à donner au 3, c'est parfois il y a des scènes d'action qui traînent en longueur et qui sont très bien, comme celle avec Halle Berry et Hawker. Mais celle-là est vraiment bien faite. Mais alors à la fin, la scène de baston avec les Chinois, il me semble, c'est quand même assez long. Donc ça s'en devient lassant, mais bon, ça va, c'est digeste. Et putain, j'attends le 4. Quand tu vois cette fin là, vraiment il sort qu'en 2021, donc ça fait chier. Donc je pense que je vais attendre un petit moment avant d'acheter le 3 en Blu-ray. La malédiction de la Dame Blanche, donc sixième film il me semble si je compte vite et bien, du Conjuring Cinematic Universe. Ouais, sans plus. Faudrait que je le revoie quand même pour histoire d'être sûr, mais déjà le truc qui m'a fait chier c'est qu'en fait nous on l'a traduit la Dame Blanche, histoire que ça se vende mieux. Parce qu'en fait, si on avait traduit le titre correctement, ça aurait fait la malédiction, en gros, de la pleureuse. Ou la pleureuse, tout simplement. Qui est une légende urbaine mexicaine ou espagnole, je sais plus. Latine, on va dire. Et du coup, comme on la connaît pas, on a dit la dame blanche pour que ça se vende mieux. Mais à aucun moment il est, il est question d'une dame blanche. À part que si, oui, dans le flashback, elle est habillée en blanc. Si je me trompe pas. En robe de mariée, peut-être, ouais, mais hormis ça, les dames blanches, on s'en fout. Donc décevant là-dessus, que ce soit juste un coup marketing. À ce moment-là, même si c'est dur à dire, la Llorona, laissez le titre original, mais bon, voilà. C'était un petit peu con, c'est publication mensongère presque, on va dire. Et le film, c'est vraiment pas le meilleur du Conjuring Cinematic Universe. Hein. Je pense que je le placerais même derrière Annabelle. Parce qu'Annabelle, il y a quand même des trucs qui m'ont marqué que j'aime beaucoup, mais alors dans celui-là, je me souviens de quasi rien. Donc c'est quand même assez dommage. Once Upon a Time in Hollywood, mon troisième Tarantino, après mon premier Les Huit Salopards et mon deuxième Django Unchained. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Pourtant, c'est clairement une éloge pour le cinéma. Mais le film, j'ai aimé, mais c'était vraiment ouais. Et j'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai beaucoup aimé la scène Far West avec Brad Pitt, la scène de fin évidemment, et un petit peu déçu aussi de la fin parce que du coup je m'attendais que ce soit réaliste quoi, qu'elle allait filmer le meurtre de Sharon Tate. Finalement non, mais c'est en ça que le film est bien, c'est original et puis tu t'y attends pas quoi. Et Tarantino fait ce qu'il veut avec son film. Donc il a pris du plaisir et au final c'est vrai qu'on en ressort avec un assez bon film. Non, je vais me faire tuer pour regarder ça. Un bon film. Donc je vous le conseille, mais c'est vrai que si déjà les 2h50 vous font assez peur, c'est vrai que je comprendrais que vous quittiez le film. Parce que bon, au cinéma, partir, c'est toujours compliqué parce que tu payes quand même ta place. Mais là, franchement, si vous le regardez en stream, je comprendrais que ça vous saoule en fait. Et puis que vous fermiez la page et puis que vous regardiez autre chose.
N'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant. Pokémon Détective Pikachu. C'est drôle. Et pour moi qui déteste Pokémon, enfin qui n'a jamais joué au jeu et puis qui en a rien à foutre de la série animée, tout ça, qui a toujours détesté ce truc, c'est déjà pas mal que j'ai aimé le film. La scène du mime est très très drôle aussi. J'ai pas vraiment compris le plan du méchant, pourquoi il est méchant, pourquoi il veut faire ça. Mais bon, tant pis. Puis les petites surprises à la fin avec Ryan Reynolds, sympa et puis logique. Et puis voilà, donc encore une fois, pour quelqu'un qui déteste les Pokémon de base comme moi, c'est déjà miraculeux que j'ai aimé le film. Premier de la classe. Alors lui, j'ai pris des notes. Ça raconte l'histoire d'un Ducobu, on va dire. Bon, il triche pas, mais il est aussi sérieux à l'école. Et en gros, il ment à ses parents, il dit qu'il est le premier de la classe. Et en fait, il va faire tout un stratagème pour qu'il ne rencontre pas ses vrais profs et cacher son mauvais bulletin à ses parents. Et ce que j'ai noté alors, c'est qu'il y a un moment, il y a une voix off dans le film au tout début. C'est assez frais en fait, il lui montre son bulletin et en voix off, il dit et ouais les gars, je suis le dernier de la classe. Pourquoi dire ça en voix off? Pourquoi ne pas le dire au pire? Vraiment, à ses frères. Il y a un moment, il y a une incohérence avec Michel Larocque qui voit sa fille parler avec donc le personnage principal, et sa fille s'éteint les cheveux, et puis elle réagit pas en fait. Donc, alors je sais que la scène est particulière, mais quand même quoi. C'est aucune réaction, c'est non, tout se passe bien. Ma fille a bien les cheveux que je lui ai donnés à la naissance. Je sais pas, j'ai pas compris. Et ensuite, bon, j'ai marqué plein d'autres choses, mais je peux pas en parler parce que je me souviens plus du tout de pourquoi j'ai marqué ça. J'aurais peut-être dû développer, mais tant pis. Donc, film suivant, désolé. Shazam, septième film du DCU, et c'est pas le meilleur. Mais c'est sympathique, comme le dit Joueur du Grenier, faut le regarder en mode, c'est une comédie. Comédie de Noël, genre qui passe à la télé et tout ça, parce que c'est vrai que ça fait la fin dans une espèce de fête foraine, ça fait vraiment comme s'il y avait pas de budget. Alors que c'est con parce que les effets spéciaux sont bons quoi, mais c'est vrai que le lieu de climax à la fin, en soi ça fait une belle boucle avec le début parce qu'en fait on découvre que quand il est petit, il s'est perdu dans une fête foraine et à la fin donc il a perdu sa famille, sa mère dans une fête foraine et à la fin donc il retrouve sa nouvelle famille dans une fête foraine. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas du tout mon préféré du DC Cinematic Universe, mais c'est toujours bon et j'attends la suite et pourquoi pas un 2, un film sur Black Adam et puis voilà. Spider-Man Far From Home, que j'aime beaucoup moins pour le coup que Shazam, parce que ce film m'a quand même globalement bien énervé dans un premier temps avec son putain d'humour à la con, mais il s'en sort assez bien avec les scènes d'action et Mysterio qui est juste génial. Et son plan aussi, enfin comment il les nique tous et puis la révélation, enfin qui est une scène dont tout le monde se moque, mais que j'ai trouvé plutôt pas mal en fait quand il dit ah toi tu viens de tel film, toi tu viens de tel film, voilà t'as fait telle chose. Je trouve que c'était une scène plutôt bien, puis le fait qu'ils reprennent tout le monde et tout, qu'ils se souviennent de tout ça, c'était plutôt cool, quoi. Cela dit, oui, alors une grosse déception parce que la scène post-générique montre que tout le monde connaît l'identité de Spider-Man, mais je sens que comme pour avec sa tante May, ça va être passé sous silence et puis on n'en aura plus rien à foutre. Parce que là, il utilise bien en genre oui, l'identité de Spider-Man, c'est Peter Parker, et puis lui, oh, je suis dans la merde. Mais puis là, hop, ça coupe direct. Il a même pas le temps de dire merde d'ailleurs. Donc comme sa tante n'avait pas pu finir sa phrase what the fuck dans le premier film, donc c'est exactement le même schéma quoi. Je suis sûr que ouais, on va le redécouvrir dans le 3 au lycée, puis il va se faire un peu plus chambrer par je sais pas qui, puis voilà quoi. Mais voilà, donc pareil, là aussi c'est vraiment film de Noël sans budget en fait. Enfin ça sonne vraiment comme ça dans l'ambiance et l'esprit du film, c'est comme Shazam quoi. C'est aussi peu impressionnant on va dire. Toy Story 4. Alors je n'y croyais pas du tout parce que j'ai beaucoup aimé le 3 et puis je voyais pas ce qu'il y avait à raconter après le 3. Je préfère quand même le 3 au 4, hein, ça c'est sûr. Reste que le 4 est tout de même bon et n'est pas vraiment une trahison à la saga. J'ai été assez déçu quand même de voir que tous les personnages à part Woody soient assez secondaires. Enfin tous les personnages de la bande à Woody en fait, les jouets de Andy, soient secondaires. À part dans le 1 évidemment, là c'était plus Buzz et Woody, la confrontation, la rivalité, tout ça. Mais dans le 2 pareil, ils vont tous pratiquement sauver Woody. Dans le 3, bah pareil, là ils ont tous un rôle à jouer dans l'évasion, donc c'était très beau à voir. Et j'ai beaucoup aimé moi leur plan de mutinerie, d'évasion et tout. Et là dans le 4, bah non, c'est Woody, Bergère et puis Fourchette à la con là. Et puis un petit peu les autres. Voilà. Donc bon film, drôle et tout, émouvant pour la fin. Mais
Et puis là, je crois que c'est pareil, enfin, Seb de Jour du Grenier qui a dit ça. Et en fait, il dit, et puis je le rejoins totalement. Il dit en gros, c'est con parce que le 3, t'es triste, mais t'es heureux d'être triste, et puis c'est logique, voilà, il faut grandir. Donc t'es triste pour une bonne chose en soi. Et là, dans le 4, bah, t'es juste triste en fait. Parce que bah, tu peux que être triste en fait, parce qu'ils se séparent, et puis voilà. T'es triste parce que c'est triste. Je sais pas comment dire, mais dans le 3, t'es triste, mais c'est touchant, émouvant, et c'est beau, quoi. Ouais, t'es heureux d'être triste, alors que dans le 4, bah, t'es juste triste. Voilà, tu veux te coller une balle. Dernier film, donc, Yesterday, réalisé par Danny Boyle. En gros, et si les Beatles n'avaient jamais existé? Enfin, en gros, et si tout le monde oubliait les Beatles, plutôt? Alors, une fois, quand t'as vu le film, l'accroche française est peut-être internationale, mais française en tout cas, tout le monde a oublié les Beatles sauf Jack. Tu te rends compte dans le film que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a aussi deux autres personnes qui s'en souviennent, et probablement plein d'autres. Et là, j'en ai noté des petites choses. Alors au début, à la fête foraine, enfin la fête foraine, il participait à un festival, et il y a deux plans débulés, et puis il se passe rien, quoi, donc j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi là, à ce moment-là, c'est les seuls du film, il me semble. Si ça avait été à partir du moment où il est dans ce nouveau monde, j'aurais compris. Mais là, c'était quand même aussi bizarre. J'ai pas compris. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah il va se passer un truc alors. Peut-être que c'est là que tout le monde va oublier les Beatles. En fait, non. Et ensuite, une petite incohérence quand même. Il est... Alors je sais plus si... Non, c'est pas son manager. Non, c'est son agent, voilà, il dit ça. Il dit à un moment, il la présente comme étant son agent. Il a une agent blonde qui, qui est drôle, mais en soi, voilà, si tu la vois, tu dis, ok, vas-y, casse-toi, tu me casses les couilles. Parce qu'elle parle mal à tout le monde. Mais c'est pas genre, elle parle mal à tout le monde et puis elle en devient drôle et donc attachante, limite. Parce que bon, même si elle est drôle, elle te saoule et puis, enfin, elle est juste désagréable, quoi. C'est le personnage, elle est désagréable. Et donc, la première scène où elle le voit, où ils se rencontrent vraiment, on va dire. Donc, c'est chez elle. Et puis, elle lui dit, bon alors, il y a peu de temps, t'étais limite une grosse merde. Personne te connaissait. T'avais aucune importance, tout ça. Puis maintenant, t'es un grand musicien. Enfin, voilà. Elle fout plus bactère. Pendant tout le film, elle lui parle comme une merde. Et au bout d'un moment, en fait, il traverse des choses assez dures quand même, en ce qui concerne ses relations amoureuses. Donc il peut même pas téléphoner 5 minutes et être tranquille. Donc forcément, quand il arrive dans le studio, elle est là et puis il se dit, il pète un câble, quoi. Il dit putain, mais je peux pas être tranquille 5 minutes, vous pouvez pas me foutre la paix tranquille 5 minutes. Si vous me faites chier, si vous êtes toujours sur moi, comment voulez-vous que je compose? Enfin voilà, il s'énerve vraiment beaucoup. Et puis elle dit waouh, ça y est, ça a commencé alors. Ok, bon bah on te laisse tout seul, génie alors. Puis lui dit non mais c'était pas ça, enfin c'est pas ce que je voulais dire, donc c'est clairement le cas. Il veut juste 5 minutes pour respirer, puis pour passer tranquille un petit coup de fil. Et du coup, il dit non, non, mais t'inquiète pas, toutes les stars traitent ceux avec qui ils bossent, donc leurs associés, comme de la merde. Et tu dis non, mais t'es sérieuse? C'est toi qui dis ça? Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai racheté, donc j'ai pu le revoir. Ce truc-là, j'ai pas compris. Et même le plan débulé, donc c'est con, c'est que deux choses que j'ai pas compris, que j'ai noté, mais hormis ça, ça passe bien, hein, ça se regarde et puis c'est sympathique, mais c'est pas grandiose non plus. Et oui, je vous le conseille. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vais m'arrêter là, puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur mes attentes de l'année 2020 au cinéma. À tout de suite.